Bienvenue dans le podcast Coquillage Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage Or et Argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Aujourd'hui, je reçois Victor Laura, un nom que tu as peut-être déjà croisé si tu t'intéresses à l'indépendance financière, au frugalisme aussi, ou si un jour tu t'es demandé « et si je pouvais arrêter de travailler à 40 ans ?» C'est dans ses premières années en banque, en tout cas que Victor développe une vraie fibre pour l'investissement. Entrepreneur, investisseur et surtout fondateur du mouvement FIRE France, il incarne en fait pour moi une nouvelle génération qui ne cherchait pas qu'à faire carrière, mais qui cherche aussi à reprendre le pouvoir sur son temps et sur son argent. Depuis 2018, il partage une vision très simple, mais quand même un peu radicale. Travailler parce qu'on le veut, pas parce qu'on le doit. Et à travers sa communauté FIRE de plus de 40 000 membres, son podcast La retraite à 40 ans et ses autres projets comme FIRE Invest, il aide des milliers de personnes à vivre de leur investissement, IMO, business, reprise d'entreprise. Mais aujourd'hui, je ne veux pas seulement parler avec lui de stratégie et de chiffres, je veux aussi parler de son histoire personnelle. Je veux comprendre ses choix de vie et je veux comprendre ce que l'argent révèle de lui. Donc, sans plus tarder, je vais accueillir Victor sur cette émission et donc je lui dis bonjour, comment vas-tu? Je te remercie de m'inviter. Je vais très bien, Éléonore. J'ai hâte de partager ce moment avec toi. Ben écoute, Victor, parmi tout ce que j'ai dit, c'est vrai que tu es beaucoup connu pour le mouvement FIRE, mais je sais, on avait pu un peu discuter, tu fais d'autres choses à côté. Comment tu te présenterais aujourd'hui si quelqu'un devait apprendre à te connaître rapidement? Alors, en réalité, ça dépend de qui me pose la question. Du coup, si c'est une personne, par exemple, qui est spécialisée dans les reprises de boîte, je vais pouvoir parler de reprises de boîte. Si c'est une personne qui est spécialisée dans l'influence, je vais parler d'influence. Donc, je suis un peu, en fait, j'ai pas mal de casquettes différentes. Aujourd'hui, moi, je dirais simplement, voilà, moi, je suis Victor, je suis entrepreneur. Et après, ça dépend vers où on va. Sur ton podcast, je pense que ce qui est le plus intéressant pour les personnes, c'est effectivement Mouvement FIRE, Financial Independence Early and Retire Independence Early. Donc, c'est d'aider les personnes qui ont envie, qui ont compris que le système avait aussi des limites de retraite, mais aussi des limites de contrôle sur les vies. Et je pense que pour les nouvelles générations, le système actuel ne correspond pas. Et du coup, moi, je partage un peu mon vécu autour de ce que j'ai pu faire pour réussir à gagner de l'argent autrement vivre comme je veux vivre. Donc, par exemple, d'un point de vue géographique, d'un point de vue financier. Et je partage un peu toutes mes recettes en partageant mon vécu et en disant, voilà, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez aller dans ce sens-là, ou en tout cas, voilà moi ce que j'ai fait, et surtout trouver votre façon de faire, en fait, votre façon de vivre qui est propre à vous. Ok, d'accord.
Et donc du coup, tu dirais qu'il faut travailler par choix, en fait, aujourd'hui, non par nécessité. Comment on arrive à cette réflexion en sachant le monde dans lequel on vit qui nous conditionne, en fait, à être, entre guillemets, «des exécutants» et à et qui construit, en fait, une société autour de la consommation et donc du coup, qui nous pousse plutôt à devenir dépendants? Alors, je pense que de base, ça dépend jusqu'où on s'arrête, mais on est quand même, alors on peut travailler l'autonomie, on peut travailler la liberté, mais on reste quand même, une espèce qui a besoin des autres. Donc, même si vous arrivez à un moment où vous avez une grande autonomie, par exemple, mon père fait vraiment ça, donc il a une maison, il a mis des panneaux solaires, il fait sa propre production de nourriture. Mais si demain il a un souci de santé, oui, il va aller, à l'hôpital. Donc il aura quand même besoin de personnes à ce niveau-là. Donc on est quand même limité à un certain moment en termes d'autonomie. La société, telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est en train de changer beaucoup, surtout le système d'éducation français. Nous, on forme pas des entrepreneurs, on forme des personnes qui vont pouvoir être cadres, dans des entreprises, respecter les ordres et s'assurer que les entreprises fonctionnent bien. On peut former des personnes à ça, donc on va faire une excellence, on va dire, administrative, enfin, pardon, d'éducation. Alors ça se perd un peu aussi, mais en tout cas, on va former les personnes à ça et on va pas nécessairement les pousser à prendre des risques. Pourquoi? Et je peux le comprendre aussi, on a envie d'avoir des personnes qui sont en capacité, bon, bah, d'être infirmiers, d'être cadres dans des boîtes, de faire l'opérationnel qui est nécessaire un petit peu partout et en fonction des aspirations des personnes et aussi de leur niveau, on va les diriger vers enfin, vers des choses à faire. Pour beaucoup d'entre nous, enfin, il y a quand même une partie nécessité pour la grande majorité d'entre nous. On a besoin, de travailler pour pouvoir, vivre simplement, donc payer son loyer, payer sa bouffe et cetera. Ce qui est quand même mieux et quoi qu'on fasse, ce qui est quand même mieux, c'est de trouver quelque chose qui nous apporte quelque chose de personnel dans notre tâche. Parce que disons qu'on travaille 7 heures par jour, si on travaille 7 heures par jour, autant faire quelque chose qui nous intéresse. Dans tous les métiers, il y a des tâches qui sont répétitives. Dans tous les métiers, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Même moi, dans les projets qui aujourd'hui m'éclatent, il y a plein de trucs où non, bah c'est dur, je vais devoir me battre, intellectuellement ça va être compliqué, je vais peut-être être dans des situations de conflit, et cetera. Mais ça fait partie du jeu. Donc autant choisir quelque chose qui a du sens pour nous, qu'on a envie de faire, et développer des compétences qui sont utiles pour nous. Et après, moi par exemple, s'il faut, et j'ai commencé par ça aussi à un moment, si demain j'ai un problème dans une de mes boîtes, faut que j'aille vider une cave à 4 heures du matin, j'y vais. Et c'est pas grave. Et j'ai pas de problématique à me dire ah ouais ça devrait pas être mon boulot, etc. Statistiquement, si j'ai construit des équipes et que j'ai des salariés, normalement je devrais aller où j'ai le plus de valeur. Mais s'il y a un gros problème à 4 heures du matin, faut que je le fasse. C'est peut-être là où j'ai le plus de valeur à ce moment-là. Donc j'y vais. OK, 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 je vois. Et avant d'aller plus loin sur ce qui m'intéresse le plus, j'avoue, j'aimerais quand même revenir avec toi sur ton enfance, sur, dans quel milieu tu as été élevé. Par exemple, quand a été ta première prise de conscience sur le pouvoir de l'argent? Est-ce que tu t'en rappelles? Et deuxième question, est-ce que dans ta famille, on parlait de sujets d'argent ou est-ce que c'était tabou? Alors le pouvoir de l'argent, je pense que ça a été très tôt, mais ça a été très basique. Je me suis rendu compte, je pense comme beaucoup d'entre nous, que si on a 10, alors c'était en francs à l'époque, hein, mais 10 francs ou 50 francs, on peut s'acheter un jouet et on peut s'acheter l'objet de ses désirs. Donc moi, ça a été ça ma première approche à l'argent et je pense que pour la plupart d'entre nous, hein. Donc que ce soit un gâteau au chocolat pour 4 heures ou que ce soit un jeu vidéo ou un jeu, voilà. Moi, je me rappelle très bien. Donc mon père vient de l'est, donc quand on était dans l'est, on allait dans une enseigne qui s'appelle Cora, je pense que ça existe toujours. Et quand on allait faire des courses l'été, je me rappelle qu'avec mes sœurs, on avait un budget entre guillemets cadeau quoi. Donc on pouvait avoir dépensé 10 euros. Et là, fallait choisir ou enfin pas 10 euros, c'était en francs. Et là, du coup, on allait dans le rayon jouets et on voyait ce qu'on pouvait prendre quoi. Et il y avait aussi, mais comme tous les enfants, cet aspect négociation. C'est-à-dire qu'on ramène quelque chose, on essaie de convaincre ses parents en disant voilà, si j'ai ce truc-là, je pourrais progresser là-dessus. Moi, il y a vraiment une dynamique dès le début, indirectement, un peu d'investissement, mais ce que comprennent très bien les enfants, hein. Les enfants, ils vont dire, bah voilà, si tu m'offres ça, je vais mieux travailler à l'école, je vais apprendre ça, etc., etc. Donc ça, c'était la première partie, donc c'est assez tôt. Est-ce qu'on parlait d'argent? Oui, on parlait d'argent. Alors après, ça dépendait des affinités des enfants. Donc, mes parents sont entrepreneurs. Ils ne parlaient pas d'argent, ils parlaient plutôt de ce qu'ils faisaient. Donc, de ce qu'ils faisaient opérationnellement. Il y a toujours le travail, en fait, qui était, même à la maison, qui était là. Par contre, ils ne parlaient pas réellement d'argent, de combien ils gagnaient d'argent ou de combien ils allaient facturer des clients, et cetera.
Par contre, si on était ouvert sur ces situations, à parler d'argent concrètement, à rentrer dans les chiffres, oui, ils étaient totalement ouverts pour en parler, sachant qu'ils ont des approches financières totalement différentes. D'accord, tes 2 parents avaient une approche différente, c'est-à-dire, il y en avait une qui était plutôt cigale, l'autre fourmi, enfin, comment tu voyais les choses? Ouais, alors dans l'ensemble, mes 2 parents dépensent c'est vraiment je pense la culture française, enfin c'est comme ça que je vois la culture française. C'est des personnes qui, ils allaient pas dans des endroits qui étaient, très luxueux. Ils pouvaient, de temps en temps bien gagner leur vie, mais on n'avait pas, il y a pas de notion de luxe. Donc mon père, oui, à un moment, il a dû conduire alors je sais plus quelle, on va dire une Aston Martin, mais c'est pas une Aston Martin parce que un de ses patrons lui en avait prêté une à un moment dans sa vie. Voilà. Mais à part ça, non, ça n'a pas été son truc. Les restaurants étoilés, il en a fait quand il était dans la même boîte où il était un peu dans l'immobilier après l'armée. Mais sinon, lui, dans sa vie, il va jamais dans ce genre de truc-là. Ça l'intéresse pas. Donc, il n'est pas du tout dans cet aspect consommation matérialiste. C'est la même chose pour ma mère. Ce que je veux dire entre les deux, c'est que mon père a toujours vécu dans l'abondance. Donc, lui est convaincu et c'est inscrit dans ses schémas qu'il aura toujours de l'argent quoi qu'il arrive. Et de l'autre côté, ma mère est dans le manque. Donc, c'est inscrit dans sa vision des choses et elle, indirectement, elle crée sa réalité comme quoi elle n'a pas d'argent. Du coup, j'ai les deux. Donc, j'ai le schéma, je n'aurai jamais d'argent, c'est compliqué. Et j'ai le schéma, quoi qu'il arrive, il y aura de l'argent, mais c'est pas de l'argent, genre, on va s'acheter des trucs luxueux. Non, c'est, quoi qu'il arrive, il y aura de l'argent. OK, c'est super intéressant puisque, comme après tu es allé quand même sur, ce qu'on appelle le frugalisme, aussi, qui est, pour moi, après tu pourras peut-être mieux l'expliquer que moi, mais je vais le caricaturer en disant que on est vraiment dans de l'épargne à l'extrême. Est-ce que pour toi, derrière ce type de mouvement, il y a une peur du manque, du coup? Alors, je pense que indirectement, oui, dans le sens où, ça dépend qui tombe dans ce genre de mouvement. Donc, ça peut être d'un point de vue, familial, on peut tomber là-dedans, donc avec des parents qui comptent tout et on est formé dans ce moule-là et on garde ça. Moi, c'est absolument pas le cas, hein, chez moi. Et il y a la façon, plutôt on décide d'aller là-dedans parce qu'on comprend ce que ça peut nous apporter derrière. Et il y a une question de quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire aujourd'hui pour que demain être dans une meilleure situation. Et il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui frugalistes. Alors il y a beaucoup de personnes qui le sont par nécessité. Donc je pense quand même qu'il y a 50% des Français qui sont au moins en nécessité de devoir vraiment faire attention à ce qu'ils ont aujourd'hui avec l'inflation, le contexte, etc. Et par rapport aux revenus qu'ils ont. Et après les autres, dans ceux qui ont la chance de bien gagner leur vie, voire très bien gagner leur vie, ceux qui se lancent là-dedans, c'est qu'ils comprennent qu'ils ont plus à y gagner en étant dans ce modèle-là qu'en étant dans un autre modèle. Dans les personnes qui sont dans la communauté FIRE, il y a quand même alors il y a deux types de profils qui existent à un niveau assez avancé. Il y a des personnes qui, généralement, n'ont jamais eu de problème d'argent et ont toujours bien épargné. Et là, ils ont plutôt des tendances à avoir une aversion au risque qui est un peu limitée. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à prendre des gros risques dans leur vie. Donc, ils vont faire de l'immobilier, mais reprendre une boîte, faire un vrai truc business. Ça va être un peu plus dur pour eux, ce qui est normal, hein, ce qui est plus dur. Et après, il va y avoir des personnes qui, finalement, gagnent bien leur vie, et n'ont pas cette démarche vraiment frugaliste et vont au jour le jour consommer, vont aller dans des trucs sympas, ils vont pas forcément être dans cette démarche de OK, je vais investir en bourse, OK, je vais épargner, OK, je vais moins dépenser. C'est-à-dire que ce que je gagne, par exemple, je sais pas, je gagne 3 000 euros ce mois-ci, au lieu de me dire qu'il y a déjà 1 000 euros qui part en épargne, bah non, je vais consommer, puis de toute façon, aujourd'hui je gagne 3 000 euros, mais si je bosse bien, je vais gagner 4 000 euros l'année prochaine, quoi. OK, OK, je vois, je vois. Et du coup, quel a été pour toi le déclic pour créer ce mouvement? Parce que j'ai vu qu'il venait des États-Unis. Comment toi tu l'as accueilli? Est-ce que tu te dis, ben c'est ça en fait que je veux dans la vie? C'est ça en fait qui me manquait? Parce que quand même tu avais une vie active passionnante, je suppose, parce que tu travaillais d'abord dans les milieux bancaires, donc toujours dans tout ce qui était fusion-acquisition. Après, tu as travaillé avec des startups. Donc, quand est-ce que tu as eu ce déclic de te dire: «Mais en fait, c'est pas assez. Ce que je veux, c'est pas juste travailler, mais je veux créer un écosystème qui me permette de faire ce que je veux»? Alors, très bonne question. En fait, c'est venu un peu fil en aiguille, si tu veux. Alors, il faut comprendre, en fait, ce que j'ai réalisé, donc je me retrouvais en banque d'affaires. Je gagnais,
très bien ma vie pour l'époque. Premier boulot, voilà, je gagnais bien, mais je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir. C'est des exigences un peu comme quand on est sportif. Par exemple, aujourd'hui, t'arrives à courir le marathon en 4 heures ou en 3h50. Est-ce que l'hygiène de vie qui est nécessaire pour réussir à faire ça, est-ce que tu peux garder ça tout le temps? C'est-à-dire pas d'alcool, bien t'entraîner, etc. Et c'était la même chose dans des métiers très compétitifs. Je me suis dit, OK, l'hygiène de vie que j'ai besoin d'avoir aujourd'hui et la pression à laquelle je dois faire face, je vais pas forcément réussir à la garder très longtemps. Du coup, assez basiquement, je me suis dit: «OK, il faut que je trouve une autre solution». Donc là, à ce moment-là, je suis tombé sur le moment Fire en me disant, ma grosse problématique aujourd'hui, c'est que je veux gagner ce montant-là d'argent pour avoir une vie à Paris et cetera. Par contre, je suis pas en capacité de le faire très longtemps parce que je pense que ça va craquer. Et du coup, je me suis dit: «Comment je peux faire pour assez vite remplacer, l'argent que je gagne aujourd'hui ou au moins combler si je vais dans un métier où je vais moins bien gagner et mais quand même gagner enfin moins bien gagner avec mon métier, mais avoir des investissements qui me rapportent». Et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. C'était purement aux États-Unis. En France, ce qui était présenté à l'époque, il y a toujours eu des personnes qui étaient entre guillemets sur le make money. Donc, je vais t'expliquer comment gagner de l'argent, etc. Mais je retrouvais pas cette fibre qui était, ouais, attends, je suis prêt à économiser de l'argent, je suis prêt à potentiellement investir. Enfin, je suis prêt à faire des efforts et surtout, il n'était pas vendeur de, vas-y, on va faire du trading, vas-y, on va tout de suite, je sais pas, bah, c'est simple, rachète une boîte et revends-la. En fait, c'est trop loin pour moi tous ces trucs-là. Donc quand j'ai commencé, je me suis dit: «OK, ça me parle, je vais le faire». Et j'ai principalement aussi commencé par l'immobilier parce que c'est assez, entre guillemets, «basique» pour tout le monde, on sait ce que c'est. Et à la fin, au bout d'un moment, en discutant avec, une de mes sœurs, donc j'ai 3 sœurs, elle m'a dit: «Mais Victor, ce que tu fais aujourd'hui, tu te rends pas compte à quel point ce que tu fais, tu le fais vachement bien et c'est poussé à un niveau que peu de personnes ne font. Donc faudrait que tu sois connu pour ça». Et elle m'a dit: «Si tu veux, moi je m'occupe de toi». Très business, ma sœur, elle me dit: «Je m'occupe de toi, je te fais connaître, mais je prends 50 de ce que tu vas gagner». Ouais. Et si tu veux, à l'époque, bah, j'étais pas aujourd'hui, ce type de deal, je pourrais comprendre, si tu veux. Mais à l'époque, moi, j'étais pas mature pour ça, surtout quand ouais, voilà, quand tu vis un peu dans le manque d'argent et tout ce que tu touches, tu vois, il faut que tu le gardes pour toi, bah, tu comprends pas ce genre de deal. Et du coup, je lui dis: «Non, c'est pas possible». Puis après, c'était en fil en aiguille. Si tu veux, je faisais j'avais besoin je faisais des petits, si tu veux, meet-up à Paris où il y avait des gens qui me posaient des questions. J'étais dans une grosse boîte, et des gens me posaient des questions sur mes invests. Et j'organisais, du coup, je répondais un peu, j'étais numéro 2, tu vois, d'une boîte, et du coup, on avait 300-400 personnes et les gens commençaient à venir très tôt le matin parce que moi, je commençais à 7h-6h. Ils venaient me poser des questions sur leurs investissements. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Attends, je peux pas mélanger les 2». Du coup, je leur dis: «Bah, attendez, j'ai un espace de coworking à Paris. Venez là, si vous voulez, mercredi soir, venez et je vous réponds à toutes vos questions». J'ai fait ça, puis à un moment, il y a une journaliste du Monde qui est arrivée, elle a vu ce que je faisais, elle a écrit un article sur moi. Puis après, il y a Larousse qui m'a contacté pour écrire un livre et du coup, j'ai écrit un livre et du coup, c'est parti. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait personne qui parlait avec des vraies valeurs, si tu veux, autour de l'argent, qui étaient des choses accessibles, qui étaient pas en mode tout est financiarisé et qui donnaient des vrais outils pour les gens pour qu'ils avancent. Et en fait, Fire, à la base, les valeurs de Fire, c'est vraiment de te dire, OK, tu peux épargner aujourd'hui, tu peux vivre de tes investissements, c'est mathématique. Tu vas choper des types de produits particuliers. Et par contre, voilà, tu as une recette et après, c'est à toi de voir comment tu peux l'adapter. En fait, Fire, c'est un objectif global et après, en fonction de qui t'es, de tes capacités, des efforts que tu es prêt à mettre, du niveau que tu es OK d'atteindre, tu as plein de choses que tu peux faire. Mmh. OK. Et justement, tu dis en fonction de qui tu. D'après ce que j'ai pu voir, parce que je te cache pas que j'ai adhéré à une période à ton mouvement. Après, pour des raisons plus personnelles, je suis passée à un autre stade, en tout cas dans ce qui m'intéressait sur l'argent. Mais c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait différents types de profils. Il y avait le barista fire, le fat fire et les autres, bah, je ne sais plus. Mais c'est quoi en fait ces différents profils et à quoi ça correspond? Est-ce que c'est lié au niveau d'économie ou de privation que tu peux faire? En fait, t'as une, en fait, au début, quand tu te lances dans Fire, mais indirectement, c'est ce que tout le monde devrait faire, hein, parce que ce que je veux dire, c'est Fire, c'est simplement prendre ta retraite avant l'âge de départ normal. Faut savoir que pour les générations, l'âge de départ normal, donc c'est décalé, c'est peut-être 60, 64 ans, ça dépend des programmes de chacun, ou avant, s'ils sont militaires, etc. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que la retraite classique a un montant d'argent limité. Donc même aujourd'hui,
quand on regarde, c'est même plus une notion de l'âge de départ de retraite, en fait, aujourd'hui. C'est plutôt combien tu veux gagner à ta retraite. Et en fonction de combien tu veux gagner à ta retraite, tu as différentes méthodes qui t'emmènent là-bas. Et en fait, les classifications dont tu parles, c'est plutôt du montant que tu veux gagner à la retraite à la fin. Donc, par exemple, si tu veux gagner 2 fois le revenu médian de là où tu habites, du pays où tu habites, tu vas être fat fire. Alors attention, parce que si tu prends le revenu français et la moyenne française, tu es en énorme décalage par rapport à si tu habites à Paris. Si tu habites à Paris, déjà, si tu gagnes moins alors si tu es hors logements sociaux, si tu gagnes moins de 3 000 € à Paris, c'est hyper dur de vivre à Paris. Le moindre appart, c'est 1 000 balles. Tu rajoutes le chauffage, les charges, les machins, tu as 1 400 € pour ton appart. Et t'as quoi? T'as un 2 pièces, hein. Donc, t'as pas un 3 pièces. Donc, si t'as des enfants et tout, enfin, Paris, franchement, c'est un monde à part. Donc, si on prend la France d'un point de vue global, et en plus, si on prend les chiffres de Thomas Piketty, qui sont pas les chiffres de l'INSEE, les revenus moyens français, c'est 2 400 € par mois. Donc, Fat Fire, si on se dit que c'est 2-3 fois ça, on est dans du plus de 4 000 € à du plus de 5 000 € par mois. En plus, là, il y a l'inflation qui est arrivée ces dernières années. En fait, j'aurais réactualisé tous les chiffres. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, tout a pris énormément, enfin, énormément de trucs ont pris de la valeur. Bref. Donc, si tu veux vivre à 3 fois le niveau des personnes qui sont autour de toi, t'es fat fire. Quand t'es fat fire, fat, ça veut dire gras, ça veut dire que t'as de la marge. Fire tout court, ça veut dire que t'as le niveau de vie médian des personnes qui sont autour de toi. Médian, 2 400 € avec Piketty. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend non seulement, parce que t'es en France, donc si tu prends le revenu médian français de l'INSEE, il est largement en dessous, mais en France, t'as tellement d'aides pour les revenus qui sont bas, en fait, il faut pas regarder les revenus il y a des personnes qui vont dire, OK, moi, je suis au SMIC, je gagne 1 200 balles. La personne, en fonction du temps où elle travaille, etc., maintenant, c'est plutôt 1 500, elle va avoir la CAF. Elle va avoir des aides au transport. Elle va avoir tout ça. Et en fait, il faut regarder la réalité. Et c'est pas contre elle. C'est juste qu'aujourd'hui, avec un SMIC, sans les aides de l'État, déjà, c'est hyper dur un SMIC. Et il y a énormément d'aides d'État pour ceux qui sont au SMIC. Ceux qui n'en ont pas et qui sont au SMIC, vous pouvez regarder, et, il y en a plein. Et du coup, moi, je prends plutôt Piketty, donc c'est 2 400 €. Donc 2 400 €, ça, c'est le FIRE classique. Barista Fire, c'est que tu es OK de garder un job à côté. Donc, comme ça, tu gardes la protection sociale, donc principalement en France. En plus, tu continues à cotiser pour la vraie retraite. Tu gardes la mutuelle, etc. Potentiellement, tu gardes le chômage si à un moment tu te fais licencier ou tu fais une rupture conventionnelle. Ça, c'est Barista Fire. Donc, tu gardes un petit job à côté. Donc, tu t'occupes d'un coworking, tu bosses un peu en freelance, tu vois. Et après, tu vas avoir le Lean Fire. Le Lean Fire, c'est que tu vas gagner le strict minimum. Grosso modo, c'est le RSA. Donc, c'est le strict minimum pour pouvoir vivre dans le pays où tu es. Ces notions, c'est un peu comme le Big Mac Index. Le Big Mac Index, c'est tu vas voir le développement économique d'un pays par rapport au prix d'un Big Mac. Et en fonction tu prends un Big Mac à New York, je sais pas combien il est aujourd'hui, faut que je regarde, mais je pense à mon avis, il doit être à 20 $, tu vois. Tu regardes à Paris, maintenant, il doit être à 10 €, tu vois. Tu le regardes à, je sais pas, Vesoul, d'où je viens, là, d'où vit mon père, là-bas, il doit être beaucoup moins cher, tu vois. Donc, c'est Ok. ça. Et l'essentiel pour les personnes qui regardent, et après, t'as la façon dont tu y arrives, en fait, à être fire. Et ça dépend vraiment des personnes. Et un peu alors moi, je le vois aujourd'hui, c'est un peu une évolution hiérarchique classique. Et après, les personnes peuvent sauter des étapes. Mais en France, réussir à être fire, c'est-à-dire à vivre de ses investissements, si c'est que avec la bourse, il faut des gros montants, des gros salaires et des grosses capacités d'épargne. S'il n'y a pas ça, ça va être quand même très compliqué pour y arriver en peu de temps, donc en 10 ans, par exemple. Et du coup, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc, aller, pourquoi pas sur l'immobilier, ce qui est très bien, et ce qui est un premier pas pour après aller sur du business. Et il y a assez vite passer sur du business. Première étape de business, ça peut être soit de faire de l'immobilier du business, soit de devenir freelance, première étape de business, et soit après, business où tu développes ton offre, tu deviens solopreneur, pourquoi pas. Donc, solopreneur, tu as tes produits, tu vends des formations en plus ce que tu pourrais faire ici avec le podcast, tu vois, avec des sponsors, etc. Et après, tu as l'évolution d'après, où tu reprends des boîtes, où tu crées un vrai business, où toi, demain, tu peux faire une agence, par exemple, dans ton domaine, où tu as 30 consultants qui bossent pour toi et tu fais 3 millions, 5 millions de chiffre d'affaires, tu vois. Et ce qui te permet d'accélérer plus vite pour atteindre ce niveau, en fait, indirectement de sécurité financière, tu vois. Ok. Donc, en fait, ton mouvement, finalement, on peut pas le faire. Ça dépend en fait comment je pourrais dire ça, du capital de départ de la personne, qu'il soit financier, culturel, social ou familial. Est-ce qu'il y a, je pense que tu dois être familier de ces notions de Bourdieu, qui dit qu'on a tous des capitaux différents, en tout cas au départ. Est-ce que du coup,
est-ce qu'il faut un apport, en fait, au final? Est-ce qu'il faut faire partie forcément des CSP+, comme tu disais, puisque c'est la majorité de ta communauté aujourd'hui, pour justement aspirer à ce type de vie FIRE, de ce type de philosophie? Alors non, il faut pas, mais ça aide. Alors il y a du positif et de l'inconvénient. En fait, on aura beau faire ce qu'on veut avec l'école, en disant, alors, c'est encore pire aujourd'hui, c'était mieux avant, je pense. Mais en gros, ce qui vous éduque le plus, c'est quand même, votre famille. Et moi, par exemple, dans ma famille, j'ai la chance d'avoir j'en parlais tout à l'heure, on a une culture de la défonce, en fait. La défonce au travail. Et indirectement, si on veut atteindre des objectifs dans sa vie, si on n'a pas ça, si on n'a pas une volonté et une capacité à fortement travailler, ça va être compliqué. Si on arrive à avoir une faculté à fortement travailler, si on arrive à comprendre que le problème, c'est pas les autres, c'est nous, et qu'on doit travailler sur nous pour atteindre nos objectifs. Autre chose, qu'on ait les outils aussi pour comprendre que c'est possible, donc d'avoir eu des exemples aussi autour de nous de succès. Parce que si on traîne qu'avec des personnes qui n'ont pas de succès, où c'est compliqué, bah, ça va être très très dur. Si demain vous prenez quelqu'un, en plus si vous traînez dans un environnement où c'est dur pour vous, c'est-à-dire c'est violent, etc., ça va être compliqué aussi pour vous. Du coup, il y a quand même certains éléments, effectivement, là d'où vous venez, ça va plus ou moins vous donner des facilités. Par exemple, moi, mais c'est marrant parce qu'on en parlait la dernière fois, on s'était appelé rapidement. Il y a des moments, j'ai pas envie de dire des choses sur moi parce que l'audimat, les personnes vont pouvoir utiliser ça en disant oui, mais lui, il a eu ça dans sa vie. Oui, mais lui, il a eu ça. Et du coup, ils vont pas se sentir identifiés avec moi. C'est ça la problématique. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de gens, indirectement, et moi j'en ai autour de moi, il faut beaucoup de gens qui ont réussi et que les gens puissent s'identifier à ces personnes-là. Par Mhm. exemple, moi, dès que je vais dire voilà, mes parents étaient entrepreneurs, ça y est. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais lui, ses parents étaient entrepreneurs, donc ils vont pas s'identifier avec moi. D'un côté, ils ont raison, mais d'un autre côté, moi, je trouve ça hyper dommage. Donc, à la limite, moi, j'ai envie de dire à des moments que mes parents sont pas entrepreneurs pour que les gens puissent entendre ce que j'ai à dire parce que je suis convaincu, puis je les vois autour de moi. Par exemple, là, donc, je continue à faire des coachings aujourd'hui. J'ai un coaching sur de la reprise de boîte. Il y a un gars, qu'on va appeler Bertrand, qui est avec moi. Lui, il a pas du tout des parents entrepreneurs. Il vient pas d'un milieu riche. Il a pris le training, il a fait de l'IMO, il a réussi à se débrouiller tout seul pour faire de l'IMO. Et là, maintenant, il vient avec moi, il voulait créer un business. Et là, je lui dis, attends, dans ton cas, vaut mieux reprendre un business. Et il vient de super loin. Donc pour lui, si je lui dis ça, déjà, ça lui semble un truc énorme. Et là, ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble. Ça y est, il va rencontrer des personnes qui ont des boîtes à vendre. On se positionne. Il a pas fait les études pour. Lui, il bosse dans le son, hein. Donc il a pas fait les études pour comprendre des bilans, etc. Et il a en plus, ce syndrome de pas avoir fait de grandes études. Et moi, je suis là, mais t'inquiète, viens, on avance. En plus, c'est pas ton taf. Viens, nous, notre taf, c'est de faire du business. Viens, on avance. Et il va y arriver à faire son projet. Et effectivement, et moi, je l'ai un peu subi ça aussi dans mon enfance, mais quand vous n'avez pas fait les plus grandes études, quand en France, en plus, tout le monde se raccroche à un diplôme, parce que la plupart des gens n'ont rien d'autre. Enfin, voilà, c'est bien, t'as fait HEC, c'est cool, mais bon, dans ta vie, est-ce que t'as défoncé le business? Bah non. Bon, et du coup, tout le monde se raccroche à ça parce que tu te raccroches au peu de fierté. En fait, ton ego est lié. Alors, généralement, les mecs de HEC, pas trop, mais ton ego est lié à une preuve sociale que t'as pour tout le monde. Et vu que t'existes par rapport à cette preuve sociale, t'as envie de l'imposer à tout le monde. Alors qu'en réalité, avec du boulot, avec, je pense quand même, d'être entouré des bonnes personnes, et il faut, c'est pas nécessairement payant, mais il faut aller avec des gens. Tu veux devenir entrepreneur, il faut aller traîner avec des entrepreneurs. Tiens, tu veux faire de l'IMO, il faut aller traîner avec des mecs qui font de l'IMO. Il faut aller traîner avec des gens qui sont déjà câblés sur ton secteur et qui ont les bons réflexes. Sinon, tout seul, c'est très, très dur. Ok, ok. Non, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que la preuve sociale peut être très, très importante, en tout cas dans notre pays, alors que finalement, je pense, en t'entendant parler, que ça ne fait pas tout. Ça aide d'avoir certains réseaux, certains capitaux de départ, mais ça ne fait pas tout, en tout cas, quand on veut se créer un écosystème, que ce soit Fire ou un autre, hein, d'ailleurs, hein, ça ne fait pas tout. Ok. Du coup, j'ai une question qui me vient. Selon toi, ce serait quoi les 3 leviers majeurs pour avoir son indépendance financière? Quels seraient les 3 leviers? Alors, si tu commences aujourd'hui de zéro et que tu veux te lancer là-dedans, Mhm. alors, premier levier qui est bien, c'est commencer par de l'investissement en bourse. Alors, pourquoi? Parce que l'investissement en bourse, déjà, ça veut dire que tu arrives à, sur ce que tu gagnes aujourd'hui, mettre de l'argent de côté pour l'investir. Première étape, du coup, ça veut dire de réussir à épargner.
Donc, de trouver des méthodes. Une des méthodes qui fonctionne très bien, c'est que tu commences le début de mois avec, disons, 2000 euros. Tu vires 100 euros sur un compte investissement et tout de suite, ça part. Comme ça, tu ne le vois pas. Comme ça, tu te dis pas que tu as ces 100 euros. Une fois que tu as fait ce truc-là, faut les investir. Et là, directement, tu passes dans tout un schéma où tu vas dire, ah ouais, mais si j'investis, tu sais, c'est de l'argent durement gagné, 100 euros. Donc, potentiellement, je peux les perdre et puis potentiellement, je peux en gagner. Et ça, faut le vivre, en fait. Tu es obligé de commencer un moment à comprendre que oui, l'investissement, peut-être que la bourse va faire 3% ce mois-ci, peut-être qu'elle va faire moins 5%, mais globalement dans le temps, si on se base sur les données historiques, ça va prendre de la valeur. Ça, tu ne peux pas, c'est comme la plupart des choses dans la vie, tu es obligé d'en faire l'expérience. Donc l'investissement en bourse, c'est une première étape qui est simple parce que tu peux le faire de chez toi. Tu bouges pas. Ça t'apprend à mettre de l'argent de côté et ça t'apprend à gagner de l'argent et ça t'apprend à en perdre. Et plus tu vas le faire, c'est un peu comme demain, tu veux parler en public, ça fait très peur au début, tu le fais une dizaine de fois, tu as toujours un peu peur, mais en fait, c'est bon, tu commences à t'habituer. C'est un peu comme tout, là, tu as besoin de t'habituer à ça. Une fois que tu as fait ça, le deuxième aspect, alors moi je suis très technique, je pense que je pourrais le formuler autrement, mais deuxième aspect, c'est tu te rends compte des limites de la bourse. Là, il faut aller gagner plus, donc l'immobilier, c'est pas mal. Là, tu apprends la dette. Tu apprends à emprunter, donc tu apprends à demain avoir 300 000 euros sur ton compte bancaire, alors que si tu fais un calcul, tu les auras en 30 ans. Tu mets cet argent dans l'immobilier, tu apprends à comprendre, de faire un truc qui gagne de l'argent, où tu mets de l'énergie pour sortir ça. Et après, le troisième truc, c'est une fois que tu as compris les deux premiers, c'est en évolution, généralement, tu fais du business. Donc là, c'est solopreneur, business, etc. Là, c'est là. Et là, tu as plein de trucs à faire. Donc, tu peux reprendre des boîtes, tu peux créer de zéro, tu peux vendre tes services. Et là, ça te permet d'évoluer. Là, c'est trois trucs très techniques. Si je prends de la distance, ton frein aujourd'hui, c'est toi. Donc, ton premier levier, c'est toi. Donc, le premier truc que tu as à faire, c'est de te mettre en condition pour pouvoir avancer. Et en fait, même si globalement, tu sais où tu vas aller, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est normal que tu comprennes pas tout ça. C'est normal qu'aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, t'as jamais repris de boîte. Moi, j'ai parlé de trucs, peut-être que ça va pas trop te parler. C'est normal que ça peut te sembler un peu abstrait. Je sais pas, moi, enfin, plein de choses peuvent te sembler abstraites. Mais en faisant ton premier pas, une fois que tu as fait ton premier pas, là, tu vas avoir les apprentissages de ton premier pas. C'est pour ça que c'est très important. Donc là, tu fais ton investissement, par exemple, en bourse. Une fois que tu as épargné, que tu investis en bourse, tout, tout ton cerveau va changer. Tu vas avoir du nouveau câblage, tu vas comprendre des choses, tu vas avoir des sensations, etc. Une fois que tu auras fait ça, c'est bien. Une fois que tu l'auras fait pendant 2 mois, tu auras déjà fait un autre pas. Pareil, tu auras acheté ton premier investissement immobilier, ton cerveau aura changé. Et en fait, tout ça, ça te permet d'avancer et tu vas juste évoluer. Et ce qu'on ne remarque pas aujourd'hui, c'est qu'on est juste simplement limité par nous-mêmes. Et c'est terrible. Et moi, c'est pareil aujourd'hui. C'est un truc, et c'est ça qui est intéressant avec Fire, c'est que là, je suis totalement limité par mon niveau d'aujourd'hui. Si j'étais, vu l'énergie que je mets, si j'étais pas limité par mon niveau d'aujourd'hui, de façon beaucoup plus chill, moi, j'aurais des boîtes à 50, 100 millions, tu vois. Et c'est juste, la problématique que j'ai, comme tout le monde, c'est que je suis limité avec moi-même. Donc, m'entourer des bonnes personnes, faire du bon focus. Bref, on a chacun nos limites à un moment donné, quoi. OK. Mais tu vois, ce que tu dis, ça a pas l'air très intuitif, en tout cas pas pour moi, de commencer par la bourse, tu vois? J'aurais pas pensé, parce que, ben, je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai été biberonnée à l'immobilier, et surtout que c'est un des investissements chouchou, en tout cas, dans le paysage français. Mais tu vois, j'aurais pas pensé à d'abord investir en bourse pour après aller sur l'immobilier. C'est OK. Mmh. Intéressant. Ouais, en fait, je pense que la plupart des personnes pensent à l'immobilier, mais l'immobilier, c'est en fait ton décalage entre tu veux faire un investissement immobilier et tu le fais, c'est trop long. Mmh. Et tu as trop de raisons d'échec dans l'immobilier. Demain, tu vas emmener quelqu'un sur la bourse. Là, en 30 minutes, tu as créé un compte, tu as mis 100 balles en bourse. Et tu as fait un truc et tu as déjà les résultats. Et même de façon générale, en fait, ça dépend d'où on en est, mais en termes d'évolution, les investissements varient aussi. Et moi, ce que j'aime bien avec la bourse, c'est tu crées ton compte, tu mets dedans, et tu vis déjà quelque chose. Et tu peux le faire tout de suite. Mais effectivement, pour la majorité des Français, ils vont plutôt se dire, OK, je vais acheter un appart. Sauf qu'acheter un appart, tu peux pas l'acheter en moins de 4 mois, tu vois. Bien. Ouais. OK. OK, je vois, je vois. J'avais pas pensé à la temporalité, je pensais plutôt aversion rythme, mais ouais, c'est vrai, et ça veut rien dire. Peut-être que c'est aussi risqué d'ailleurs, d'investir dans l'IMO, donc Je ouais. pense que si t'as pas compris comment ça marche, l'IMO, c'est beaucoup plus risqué que la bourse. En fait, ça dépend ce que tu fais, mais en bourse, par exemple, si tu achètes un ETF monde et que tu mets 100 balles et tu vas faire ton premier investissement où tu achètes un appartement à 100 000 euros,
t'as pas compris comment ça marche et tu mets 10 000 euros d'apport, toutes tes économies, et tu te retrouves dans un truc où t'as pas vérifié si tu peux bien le louer et après c'est pas loué, t'as payé 10 000 euros de frais de notaire. À mon avis, le risque, entre nous, il est, euh, il est C'est beaucoup vrai. plus sur l'IMO, ouais. En fait, l'IMO, on se rend pas compte, les gens se rendent pas compte du risque qu'ils prennent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, Victor, j'ai pu voir, peut-être que tu vas me corriger, que tu as enchaîné beaucoup d'investissements. Tu en es à combien maintenant? Parce que moi, j'avais vu 14, j'avais des chiffres autour de ça à une époque où tu as enchaîné les investissements. Comment on fait pour tenir un rythme comme ça? Parce que je pense que pendant cette période-là, je pense que j'avais aussi vu un reportage de toi à la télé où on montrait comment tu vivais, etc. Mais comment on fait pour tenir en fait ce rythme? Qu'est-ce qui te guide, qui fait que tu restes ancré et que tu te dis pas bon bah finalement là je vais quand même me faire un peu plus plaisir ou bah je vais souffler un peu. Alors, comment j'ai enchaîné? Il faut être dans des dispositions pour pouvoir enchaîner. Ton métier c'était je fais que ça ou t'avais quelque chose à côté que tu faisais? Non, non, j'avais un métier à côté. Ah, Alors, déjà, j'avais changé de métier, c'est-à-dire que j'avais un métier qui était, donc, en gros, avant, j'étais numéro 2 d'une grosse boîte, où là, c'était un peu hardcore. J'étais mhm. directeur des opérations, il y avait presque 400 personnes dans la boîte. Donc là, c'était compliqué, très compliqué de faire beaucoup d'opérations, plus de faire ce métier-là. Mhm. J'ai changé de métier, je suis dans un métier où donc j'étais en charge de la stratégie, mais j'avais plus d'équipe. Donc déjà, j'avais plus tout ce poids, etc. Donc j'ai tout de suite eu un appel d'air d'énergie et de temps aussi. Une fois que j'avais ça, du coup, j'avais plus de temps pour y aller. Et après, j'avais tout mon système que j'avais préparé les années d'avant qui s'est avéré fonctionnel. Donc, quand tu veux multiplier les opérations, il faut que tu sois en capacité, par exemple, de faire des emprunts si tu fonctionnes avec des emprunts. Et moi, et généralement, quand tu as des entreprises, pour faire des beaux emprunts, il faut que tu aies 3 bilans, généralement. Et du coup, moi, j'avais des boîtes, en plus de mon métier, qui tournaient et qui arrivaient à ce fameux moment où elles marchaient bien pendant quelques temps. Et en plus, j'avais des liquidités de côté parce que je dépensais peu et je gagnais très bien ma vie. Du coup, j'ai pu là enchaîner les opérations au fur et à mesure. Plus de temps, plus de liquidité et plus de capacité d'emprunt. Et du coup, là, j'ai pu enchaîner. Donc, je suis passé de 15 lots et j'ai changé aussi de type d'investissement et je suis passé à 200 lots, tu vois. Donc, à 200, c'est pas que des appartements, mais c'est appartement-bureau, quoi. Donc, j'ai pu multiplier ça. En plus de ça, avec l'expérience, au début, quand on commence à acheter son premier appartement, c'est très dur. Enfin, c'est très dur. Il y a des choses à faire. On sait pas ce qu'il faut regarder, on connaît pas les diagnostics, on n'a jamais géré de travaux, etc. On n'a jamais négocié. Donc, bon, il y a quand même un truc à apprendre, tu vois. Et quand tu l'as fait, plus tu le fais, plus ça devient quelque chose de tout à fait naturel. Donc là, aujourd'hui, j'ai un immeuble à regarder et acheter, je me pose pas 36 000 questions. Et en plus, même d'un point de vue endettement, j'ai pas du tout les mêmes craintes qu'avant. Aujourd'hui, tu me rajoutes 500 000 euros, tu me rajoutes 3 millions de dettes, ça me change plus rien à ma vie, tu vois. C'est un truc qui est devenu, enfin, pour moi, c'est devenu usuel. C'est un peu, si vous êtes habitué à aller au vélo tous les matins, enfin, au travail en vélo tous les matins, bah, pour vous, c'est hyper simple. Moi, je pars de chez vous, je dois aller à votre boulot à vélo. Peut-être que je suis pas habitué à faire 45 minutes de vélo, ça va être compliqué pour moi. Donc, peut-être que le métro, c'est mieux, tu vois. Donc, t'as ça. Et après, pourquoi, donc, d'un point de vue, pourquoi j'ai décidé que je voulais pas m'arrêter? Parce que j'ai changé de cap et de projet qui m'intéressait. Donc, j'ai lancé moi, ce que je voulais faire, j'avais des projets que j'avais en tête que je voulais lancer, et du coup, que j'ai lancé. Et du coup, j'ai lancé ces projets-là qui m'ont poussé à continuer. Aujourd'hui, pourquoi et est-ce que j'aurais pu vivre autrement? Si tu veux, l'aspect frugaliste, en fait, c'est toujours une question par rapport à combien je gagne. Effectivement, la grande majorité des personnes, ils auraient une Ferrari, ils auraient des sacs Chanel, ils auraient un appartement de 100 mètres carrés dans Paris, etc. Sauf que moi, j'ai une vision différente. Donc déjà, ces choses-là, enfin, moi, l'argent, je le vois différemment. Donc vu que je le vois différemment, je fais pas ça, je vais pas là-dedans. Est-ce qu'à un moment, j'irai là-dedans? Par exemple, je vois un failleur que j'ai accompagné à faire 5 millions d'IMO, il gagne très bien sa vie. L'année dernière, il s'est acheté une Ferrari, il l'a utilisé pendant un an, et au bout d'un an, il l'a revendue. Et là, Victor, putain, ça m'a fait du bien de l'acheter, ça m'a fait du bien de la vendre. Mais il est pas Ouais. show-off, en fait. Mais ça lui a fait un truc. C'est comme demain, moi, je vous encourage, alors ça dépend à quel niveau vous êtes, mais achetez-vous une Rolex et revendez-la.
Et vous allez vivre le truc de, oui, vous avez une Rolex dans votre vie, vous allez flatter votre ego, machin, et puis après, vous allez comprendre que bon, bah, ça va, tu vois, c'est pas des trucs. Donc, aujourd'hui, après, la vraie question, c'est où est-ce que là, vous voulez aller et quelles sont vos aspirations et qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Mhm. Mhm. Donc, par rapport à ça, c'est toujours un enjeu et il y a toujours des points à faire. Et il y a toujours des phases de vie. Dans votre vie, vous allez avoir potentiellement 3 phases, 3 carrières. C'est un peu ce qu'on dit. Donc, une première phase de carrière jusqu'à 35 ans. Une deuxième phase de carrière à partir de 35 ou 40 ans, ça dépend des gens, jusqu'à, pourquoi pas 50 ans. Et après, une autre phase de carrière. En fait, à chaque fois, vous allez pouvoir décider. Et à chaque moment, vous pouvez décider. Vous pouvez décider d'avoir une phase où vous gagnez plein de thunes. Vous pouvez décider d'avoir une phase où vous allez être artiste et vous allez vivre bohème. Vous pouvez décider d'avoir une phase où vous allez être la famille parfaite. Et en fait, c'est ça qui est la beauté de nos vies. Et je pense qu'on va tous se réinventer à un moment. Et c'est vraiment la question de se dire, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos enjeux et quels sont vos prochains projets? Et quelles sont vos motivations sous-jacentes? Et on en a plein. Par exemple, moi, étant plutôt adolescent, j'étais grandement drivé par mon ego. Je voulais me prouver et je voulais prouver aux autres que je pouvais y arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, me prouver à moi-même ou prouver aux autres que je peux y arriver, ça a quasiment ça a plus de sens pour moi. C'est plus, j'ai plus besoin de ça. Enfin, voilà, c'est fait. Donc, quels sont mes nouveaux drivers dans la vie et où est-ce que j'ai envie d'aller, quoi? Ok, 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 je comprends. Mais est-ce que tu n'as pas peur? Parce que je me pose la question, hein, quand on est comme ça dans ce mouvement Frugalisme et ce mouvement Fire, de passer à côté de ta vie en fait, dans le sens où on ne sait pas de quoi est fait demain. On peut tous partir demain, ce soir ou voilà, tu vois. Et donc du coup, se priver pour une hypothétique retraite à 40 ans ou à 50 ans en fonction des gens, est-ce que ce n'est pas trop? En fait, je pense que c'est très c'est vraiment, en fait, je pense que c'est une vision assez, et que tout le monde a, hein, et tu fais bien de poser la question, mais c'est assez réducteur sur le mouvement FIRE. Ce qu'il faut se dire, c'est les personnes qui, nous écoutent aujourd'hui, c'est un peu là, on est habitué à vivre dans un confort. Tu vois, par exemple, tu veux prendre une douche, chaude, hein, tu vas prendre une douche chaude. Alors plutôt dans ton cas, c'est pas une douche chaude, ce serait plutôt une douche fraîche et c'est plutôt avoir un frigo chez toi où c'est bien frais, tu vois? Dès que tu allumes l'électricité, tu as de l'électricité et en fait, on est tellement habitué dans un confort on n'est plus en faculté de se battre dans la vie et qu'on subit notre vie, tu vois? On est là et après on est là: «Oh putain, le boulot c'est dur et tout machin». Non, non, la beauté de Fire, c'est qu'on fait un choix de se donner le pouvoir de faire ce qu'on veut de sa vie et on va se battre, quoi et on va littéralement se battre et on va se dire: «OK, je veux gagner 2 000 balles, par mois, je vais faire des investissements, je vais acheter, je sais pas 3-4 apparts, je sais pas quoi». Après, oui, d'accord, je dois faire attention sur ma gestion de l'argent. Alors pas forcément. En plus, ça dépend des gens, hein. Il y a des Fire, on peut très bien réussir à finalement pas faire énormément de alors ça dépend à qui on parle, parce que quand même les gens qui ne se sont jamais posé de questions d'argent, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la valeur de l'argent. Donc déjà, il y a quand même un boulot à faire au début. Après je parle peu avec des personnes comme ça, mais il faut quand même se rendre compte que, l'argent n'atterrit pas comme ça, quoi. Demain, vous vous réveillez, vous dites: «Ah ouais, moi je veux 3 000 € par mois», bah vas-y, prouve-le-moi, tu vois? Il y a plein de gens qui en fait se rendent pas compte que, enfin, ils vivent dans des mondes totalement, qui n'existent pas. Moi, je pense que n'importe qui peut gagner 10 000 balles, hein, franchement, hein. Mais, quelqu'un qui veut pas bosser, qui est pas capable de faire des efforts, mais, bosser pour moi, quelqu'un qui est tiktoker, qui est capable de créer un compte, de comprendre comment ça marche, et de générer, des centaines de milliers d'euros sur TikTok, moi, j'ai aucun problème avec ça. Le mec, il s'est défoncé pour faire ça, c'est super. Et, pour la majorité d'entre nous, moi, je pense que je serais incapable de faire ça, tu vois, sur TikTok. Et peu importe, mais faut trouver le moyen d'avancer. Après les sacrifices, le si on ne si on n'est pas intéressé par, se développer, par franchir ces barrières, par investir en IMO, prendre des risques, avancer, comprendre comment on peut progresser et cetera, c'est trop dur. Je pense que c'est trop dur pour, en vrai, je pense que les gens n'ont pas le choix, mais je pense que c'est trop dur pour les gens et en fait, on ne le voit pas, tu vois? On voit pas ça vraiment comme des sacrifices. Tu vois? Une fois que tu es dedans, c'est un peu, en fait, la vie de tout le monde, on s'habitue tellement à sa vie qu'on se rend même plus compte des sacrifices qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est un peu comme quand tu es dans une salle de classe, tu
tu sors de ta salle de classe, tu reviens 10 minutes après, tu dis putain, ça pue dans cette salle de classe, tu vois. Mais en fait, la puanteur de la salle, tu t'es habitué. Et en fait, la majorité d'entre nous, dans nos vies, on s'habitue à la puanteur de sa classe. Et les gens qui se lancent dans Fire, j'en connais peu, très très peu qui regrettent. Il y en a, les gens que je vois aujourd'hui, donc là, moi, j'arrive à presque à 40 ans, donc les gens que je vois regretter autour de moi, c'est des gens, par exemple, qui n'ont pas fait d'enfants. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient dans le mouvement Fire? Je pense pas. Mhm. Les gens que je vois regretter autour de moi, est-ce que je vois quelqu'un regretter de ne pas avoir acheté le dernier iPhone? Non. Est-ce que je vois les gars, et en plus, plus le temps passe, plus vous allez voir, plus le temps passe, plus toutes ces choses matérielles auront moins d'importance pour vous, en réalité. Enfin, sauf si vous êtes toujours dans une situation où vous galérez vraiment avec l'argent. Là, c'est dur. Vous avez besoin peut-être de le vivre. Mais plus le temps passe, moins tout ça, ça a de la valeur d'un point de vue matériel. Ok, ok, je vois. Et du coup, tu viens de dire que tu as presque 40 ans, je pense que tu as 37, quelque chose comme ça. Et du coup, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as atteint tes objectifs FIRE? Puisque la promesse, c'est la retraite avant 40 ans. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est le cas? Alors, alors ça dépend ce qu'on appelle la retraite. Là, techniquement, je peux tout arrêter et ne rien faire jusqu'à la fin de mes jours et très bien vivre. Ok. Est-ce que c'est pour autant que je vais le faire? Non. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la vraie question, c'est ok, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quoi? Qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous motive? Peu importe les raisons. Enfin, faut questionner aussi sur quelles sont vos raisons de motivation, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, moi, ce qui me motive beaucoup, c'est de faire des projets, c'est de partager avec les gens et d'avancer ensemble. Et d'avoir une vie comme ce que je fais en ce moment là, tu vois, par exemple, voilà, j'ai une vie vraiment sympa, tu vois, je suis à Biarritz là pendant un mois, et il y a des gars de mon groupe Fire qui viennent et on va faire du surf et en même temps on bosse. Et en fait, moi, je kiffe faire ces trucs-là, je kiffe faire des projets, et ça va peut-être mieux parler à certains d'entre vous, mais si vous adorez, je sais pas, aller faire de la danse avec des amis, faire du karaoké, ben, et si vous comprenez comment faire des projets, ben, pourquoi pas ouvrir un karaoké? Pourquoi pas faire une compétition de karaoké, faire un projet? Moi, je suis drivé par ça, en fait. Et c'est ma passion. Et c'est ça aussi le truc, ça aide aussi que ça devienne une passion. Mais du coup, moi, ne pas faire de projet, et il y a plein de types de projets qu'on peut faire. Par contre, par exemple, moi, un projet de tout arrêter pendant 1 an ou 2 ans et faire le tour du monde, et ne pas bosser du tout, pourquoi pas? Tu vois, ça peut être un truc qui me motive. Par contre, là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de pas me remettre. En fait, on prend des habitudes. Par exemple, il y a potentiellement tout ce qui est habitude malsaine qu'on peut prendre pour acquis. Donc, ça peut être le tabac, le café, de trop travailler, de te mettre trop de charges sur soi, etc. Bon, il y en a certaines que j'ai encore aujourd'hui, dont j'essaie de me séparer. Donc, par exemple, là, donc je suis parti à Bali quelques mois. Avant de partir, ce qui m'a fait partir à Bali, il y avait deux choses. Le premier truc, c'est que j'étais en train de racheter 3 boîtes en même temps et j'allais me récupérer avec une quarantaine de salariés. Et en fait, ce qui me drivait, c'était de faire le projet, quoi. Je me suis dit, putain, je vais racheter les projets, j'adore. Puis moi, il faut peu de trucs pour m'exciter, si tu veux. Donc, moi, j'étais, ouais, ça va être génial et tout machin. Et à un moment, je me suis posé, je me suis dit, mais attends, Victor, tu vas te retrouver avec 40 salariés. Les boîtes, en plus, c'était pas à Paris, c'était à Angers. Je me suis dit, il va falloir que, bon, on a beau raconter tout ce qu'on veut de, oui, on peut mettre quelqu'un pour diriger les boîtes, etc. Mais en vrai, faut revenir très pragmatique, hein. T'as des boîtes, si ça marche pas demain, c'est toi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Parce que, encore une fois, avoir 3 boîtes, c'est des sacrifices, c'est des responsabilités, c'est des engagements. Oui, on peut gagner très bien sa vie, etc. Mais à côté de ça, il y a un coût. Et surtout, ce qui était assez marrant, c'est que les gars qui vendaient les boîtes, ils me disaient, voilà, Victor, nous, on va vendre parce que maintenant, on veut vivre de l'immobilier, donc on va réinvestir dans l'immobilier, puis on va lever le pied, quoi. Les gars me disent ça. Moi, je suis là, je suis en train de racheter ces boîtes-là en face et de me remettre une grosse pression. Je suis là, me dis, putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, ouais, je pense que tu as besoin d'un break, tu vois. Et je suis parti 4 mois à Bali avec ma copine et découvrir autre chose, tu vois. Ok, ok, je vois. Et du coup, question un peu cash, à partir de, parce que tu es à Paris, hein, il me semble toujours pour l'instant. Ouais. Euh, à partir de combien, quand tu étais ado, tu pensais que tu pouvais être riche et maintenant que tu es dans le concret, tu dirais pour être indépendant financièrement, il faudrait combien mensuellement en étant à Paris? Je prends Paris puisque c'est là que tu vis. En fait, ça dépend ça dépend du niveau de vie. Alors, faire attention parce que moi, je pense que quand j'étais plus
plus jeune, je pense que 10 000 euros par mois, je trouvais ça très bien, déjà à l'époque. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut. Euh, Aujourd'hui, les 10 000 euros, si on met l'inflation et qu'on met la vraie inflation, parce que, bon, en gros, l'inflation que donne l'INSEE, on sait même pas comment c'est calculé. C'est calculé à partir d'un panier, mais on n'a pas les informations. Et quand vous avez une inflation vécue dans des endroits de France qui est de 10%, je peux vous assurer qu'à Paris, on est plutôt dans du 20-30% parce que tout coûte beaucoup plus cher. Donc, si on actualise ces 10 000 euros et qu'on les met à Paris, je pense que j'ai toujours le même niveau. La notion que j'avais pas compris à l'époque, c'était quelle est la charge associée à ces 10 000 euros. En fait, si par exemple, là, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un métier où vous gagnez 10 000 euros par mois net, faut vous battre, faut faire plein de trucs pour y arriver. Et une fois que vous y arrivez, vous allez vous rendre compte de à quel point ça vous coûte de l'énergie et ça vous burn votre espérance de vie de garder ces 10 000 euros par mois. C'est exactement la même chose avec les invests. Avec des investissements, en fonction de d'où viennent vos 10 000 euros, ça va plus ou moins être fatigant, plus ou moins vous prendre de la charge mentale et plus ou moins avoir un impact sur vous. Donc ça, c'est un gros truc à travailler. Donc premier truc, c'est sûrement de réussir à débloquer chez vous plein de choses pour, avec ce que vous savez faire dans un domaine qui vous intéresse, gagner très bien votre vie et avoir cette niaque. Et le deuxième truc, c'est après réussir à faire que cet argent que vous gagnez, ça devienne le plus léger possible pour vous. Et aujourd'hui, il y a un moment quand même, je voulais, quand j'avais 26 ans, je pense, avoir 1 million. Et pour moi, je pensais qu'un million, c'était beaucoup. Quand j'avais 26 ans, j'étais là, ouais, il faut que je fasse 1 million avant mes 30 ans, que j'ai pas fait d'ailleurs. Et en réalité, 1 million, aujourd'hui, je comprends que c'est pas grand-chose. En fait, si vous voulez, ça dépend d'où vient votre argent, mais si vous voulez, par exemple, gagner 2 000 euros avec de l'immobilier, mais réellement gagner 2 000 euros avec de l'immobilier, 3 000 ou 5 000, il faut quand même commencer à penser en millions. Et c'est pas grave de penser en millions, mais il faut généralement investir en millions. Et ça fait peur aux gens parce que c'est une barrière mentale pour eux, mais en réalité, il faut quand même beaucoup d'argent. Enfin, il faut quand même arriver à un montant investi qui est assez conséquent pour gagner ces sommes-là de façon simple, répétitive et sans trop de problèmes. Ok, ok, je vois, je vois. C'est super intéressant en tout cas. Et du coup, là, tu vois, on est en train de d'aller tranquillement sur la fin du podcast, parce que je vois le timer. Et j'ai quand même 3 questions à te poser, clés, qui peuvent aider certaines personnes. Déjà, pour quelqu'un qui rêve justement de rejoindre ton mouvement ou tout simplement d'indépendance, mais qui n'ose pas commencer en fait, qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait, tout simplement? Première chose, première action. Là, aujourd'hui, euh, je pense que dans un premier temps, moi, j'aime bien être vraiment dans l'action, mais à mon avis, les personnes ont besoin d'évangélisation. Alors, ça dépend qui ils sont. L'évangélisation, c'est de suivre des histoires, de comprendre comment ça marche. Du coup, mon livre est pas mal pour ça, pour un certain nombre de profils, mais il faut que ça leur parle. Donc, en gros, qui feuilletent mon livre avant de l'acheter, qui se disent, ouais, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça me parle? Est-ce que cette personne me parle? Si mon livre leur parle, qu'ils l'achètent, qu'ils le lisent. Et ça permet de faire un premier pas. Pareil sur des vidéos YouTube, mais après, il faut pas trop se perdre là-dedans. Faut pas rentrer dans le truc trop intellectuel. Ce que j'avais pas compris avant, c'est que beaucoup de personnes ont besoin de passer beaucoup de temps à être imprégné d'un entourage, tu vois, de découvrir quelque chose avant de passer à l'action. Donc, les premières étapes pour ceux qui ne connaissent absolument pas, c'est de lire des livres sur le sujet, de lire plusieurs livres différents, de trouver quelqu'un, par exemple, si c'est une personne qui a un profil particulier, de trouver un livre d'une personne qui avait le même profil qu'eux à l'origine, et de regarder du YouTube et de, de, de prendre ça, de prendre aussi de la distance et d'être critique, parce qu'il n'y a pas forcément tout sur ces vidéos, puis maintenant il y a pas mal de trucs un peu, on va expliquer que c'est facile et qu'en 30 jours on peut, oui, je suis convaincu qu'en 30 jours on peut gagner 10 millions si tu veux. Mais bon, tu vois, moi aujourd'hui je sais pas le faire, tu vois. Qui va y arriver, je sais pas, tu vois. Et donc commencer à s'acclimater comme ça, et le plus vite possible, aller voir. Donc moi, par exemple, je fais des meet-up à Paris. Donc c'est des moments où j'invite tout le monde et c'est d'aller dans des événements comme ça et de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et qui ont fait des invests et de discuter avec eux. Et alors ça peut être sur des chats, des forums, mais d'aller physiquement rencontrer des gens, c'est quand même super. Donc à Paris, moi j'en fais. Je pense qu'il y a des groupes un peu comme ça un peu partout, ou des groupes entrepreneurs. En fait, l'argent, que ce soit entrepreneurs, alors les entrepreneurs gèrent pas forcément bien leur argent, mais ils sont quand même dans une démarche un peu business, quoi. Donc c'est pas mal. Ou sinon des clubs un peu investisseurs mais ouverts qui correspondent aux personnes, d'aller discuter avec des gens. Il faut se rapprocher de gens qui font ça. Et même s'il y a des influenceurs, par exemple, qui font du Amazon FBA, donc des boutiques Amazon, etc.
ces gens-là, même s'il y en a certains, c'est un peu des conneries, ils vont quand même drainer des gens qui sont bons autour d'eux. Mhm. Du coup, dans leur communauté ou pas loin, il y a des gens qui sont intéressés, qui sont motivés d'aller là-dedans. Et en fait, il faut se mettre avec des gens qui sont dans cette optique motivée d'avancer. Motivés, qui vont creuser, qui vont passer à l'action, qui vont acheter de l'IMO, qui vont faire du business, qui vont investir en bourse. Donc, le premier truc, c'est s'acclimater. Donc, consommer du contenu. À force d'en consommer, on va finir par comprendre. On est obligé de comprendre un peu le vocabulaire, comment ça marche, etc. Et après, de traîner avec des gens. Vraiment, il faut aller traîner avec des gens et de trouver un buddy, quoi. Et traîner avec quelqu'un qui a déjà plus avancé, qui est plus avancé que soi. Mais pas trop loin. En fait, moi, par exemple, je le vois, euh, aujourd'hui, prendre les conseils de Bernard Arnault, ça sert à rien. Le gars, il est à un autre niveau. Moi, je regarde ce qu'il dit. En fait, je comprends rien de ce qu'il raconte. En réalité, on pense qu'on comprend parce qu'on parle le même langage, mais en vrai, on comprend rien. Parce que le mec, il pèse en multimilliards, il a fait je sais pas combien de trucs, il doit avoir des procès de partout, etc. On comprend pas ce qu'il fait. Donc l'intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui nous inspire vraiment loin. Donc pourquoi pas Bernard Arnault, mais après de prendre quelqu'un qui est pas loin de soi. Donc Bien. par exemple, on a besoin d'acheter de l'IMO, on voit quelqu'un qu'on a acheté, ouais, 1 million, c'est pas mal. Mhm. Et pourquoi pas écouter quelqu'un qu'on a fait beaucoup, comprendre le plan d'action, et après être avec des gens. Par exemple, moi, ceux qui coachent les gens dans mes programmes, ils sont au-dessus des gens, mais pas trop trop loin non plus. Et moi, j'interviens juste pour valider que la strat, elle fonctionne sur l'ensemble. Mhm. Ok, ok, je vois. Donc, s'éduquer, s'acclimater, rencontrer du monde, mais trouver aussi des mentors qui n'ont pas quand même un trop grand écart entre où est-ce qu'on est aujourd'hui et le step d'après. Ouais, c'est vrai, ça, c'est valable dans l'entrepreneuriat, effectivement. J'avais pu le remarquer. Ouais, c'est vrai. Et passer à l'action, tu vois. Il faut tout de suite, faut arrêter de. C'est pour ça que j'aime bien. En fait, je comprenais pas l'acclimatation, tu vois. Moi, j'aimais pas trop cette idée d'acclimatation parce que les gens se perdent là-dedans et ils passent jamais à l'action, tu vois. Moi, nous, on se parle, on est dans une rue. Tu me dis que tu as envie d'acheter une laverie automatique. On est tous les deux à côté. Moi, c'est pas compliqué. Je toque la première laverie automatique. J'appelle, je dis au mec, ouais, est-ce que vous voulez vendre la laverie? Et après, on va voir toutes les peurs qu'il y a chez toi et on fait une offre directe. En fait, il y a un moment, il faut. En fait, le succès des gens se mesure souvent. Ceux qui ont beaucoup de succès dans leur vie, c'est ils ont une idée en tête. En combien de temps ils arrivent à faire l'action qui fait que l'idée est réelle? Et il faut minimiser ce temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et une autre question, je t'ai pas demandé ça. Est-ce que tu as aujourd'hui des enfants ou pas du tout? Je n'ai pas du tout d'enfant. Ok, parce que ma question, ça concerne l'éducation financière. Tu peux sûrement en parler aussi pour la génération qui suit. C'est déjà, bah, es-tu pour ou contre, même si je pense avoir la réponse. Et à l'école ou en famille, quel est le meilleur moyen justement de transmettre à la génération future? Alors, je pense que, déjà, moi, 100% pour. Pourquoi? Parce que, il y a indirectement, il y a une équation assez simple, hein. L'argent, c'est égal à votre temps fois votre énergie. Donc, si demain, vous n'avez pas d'énergie, vous n'êtes pas en capacité de gagner de l'argent, de faire un truc. Vous êtes bloqué dans votre lit, ça avancera pas. C'est fois le temps, parce que même si vous avez beaucoup d'énergie, il va vous falloir du temps pour gagner de l'argent. Du temps pour apprendre ou du temps pour faire exécuter quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Du coup, l'argent, indirectement, c'est la base de tout. Aujourd'hui, c'est la base de ta liberté. On a beau dire ce qu'on veut, demain, il y a un changement politique en France, on durcit les lois. Si tu as de l'argent et que tu as de l'énergie, tu peux aller vivre dans un autre pays qui correspond à tes valeurs. On le Ouais. voit. T'es plus en adéquation avec les valeurs américaines, tu te barres. Moi, demain, je suis plus en adéquation avec les valeurs françaises, je me barre. Après, moi, j'aurais d'autres problèmes parce que j'ai quasiment tout en France et voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais l'argent, c'est quand même votre liberté. Vous avez sur votre compte, je sais pas combien il vous faut, mais disons que pour un an, il vous faut 10 000 euros, il vous faut 100 000 euros, il vous faut 1 million d'euros. Vous avez ça sur votre compte bancaire, vous pouvez arrêter de bosser pendant un an. Et vous achetez un an de votre temps de votre vie. Et en plus, le système est fait, aujourd'hui avec l'inflation, en fait, le système est fait pour vous forcer à bosser. Et en fait, c'est un espèce d'esclavagisme. C'est parce que c'est peut-être pas ce que vous voulez. C'est pour ça que dans des univers, par exemple, tout ce qui est théâtre, etc., l'argent, c'est un gros mot. Pourquoi? Parce que eux, de leur côté, en fait, ils veulent faire que de l'art pour de l'art. Et du coup, ils ne voient pas, il n'y a pas d'intérêt pour eux dans l'argent. Ils ont un autre prisme. Mais malheureusement, ils ont besoin de bouffer, quoi. Donc, comment on fait? Donc, il y a ça. En famille, de 2000%. L'enjeu qu'il y a, c'est quand même de passer les bonnes informations au bon âge. Et Mhm. que ce qui est donné, c'est de pouvoir donner du contenu qui est compréhensible par la personne qui est en face de vous. Par exemple,
parler de sexualité à un enfant, sexualité fantasme à un enfant de 5 ans, je suis pas sûr que ce soit le sujet. Parler de ces sujets-là avec des enfants ados de 16-17 ans et voilà, d'avancer là-dessus, de dire bah voilà, il y a ça, voilà comment voilà comment ça marche et essayer de creuser le sujet. Oui, c'est le sujet. Donc l'argent, il y a des choses qu'on peut évoquer tout petit et au fur et à mesure, il y a des choses en fonction de ce que la personne peut entendre. Parce que l'évolution du cerveau, donc bon, il y a le cortex préfrontal, etc. En fonction de l'âge et du développement de l'enfant, il y a des choses que l'enfant peut comprendre ou pas. Par exemple, un enfant qui est tout petit, on le met devant un film d'horreur, l'enfant n'est pas capable de comprendre que c'est faux. Et du coup, il y a besoin de faire de l'abstraction. Il y a besoin d'être et du coup, tout ça, ça vient avec l'âge. Donc, oui, pour l'éducation, dans la famille, à 2000%. Il y a quand même une notion que l'État a envie de détruire les familles, le capitalisme a envie de détruire les familles et le communisme a envie de détruire les familles. Et je pense que les valeurs familiales sont très, très importantes et que nous, on doit protéger nos familles. Et que c'est pas l'État qui doit nous dire, c'est un peu libertarien, si tu veux. C'est pas l'État qui doit nous dicter quelles sont nos valeurs et c'est pas même notre religion qui doit nous dicter nos valeurs. C'est un peu la pensée que j'ai. Donc, il faut être passer ça, expliquer très tôt qu'est-ce que ça veut dire l'argent, expliquer très tôt qu'est-ce que ça veut dire de gagner de l'argent. Moi, très très tôt dans ma famille, je voulais aller m'acheter des feux d'artifice avec un de mes amis. Mon père il m'a dit OK, et je lui dis directement, il m'a dit non. Je lui dis OK, très vite, je lui dis si je repeins, je mets de la lasure, on a besoin de mettre de la lasure sur la maison. Je lui dis si je remets de la lasure, combien tu me payes? Il me fait je te paye le SMIC. Et du coup, j'ai compris que j'ai vu que le SMIC à l'époque c'était 11 € de l'heure, je crois. Et en fait, il m'a dit, et à la fin, il me payait le SMIC, mais sans les charges sociales. En fait, il m'a dit, bah voilà, maintenant je t'enlève les charges sociales, je t'enlève les impôts, tu vois. Donc il m'a fait aussi comprendre que finalement à l'heure, ça faisait pas beaucoup, tu vois. Et bref, et il m'a appris que ouais, si je bossais, je pouvais gagner de l'argent. Et ça, il faut l'apprendre. Et après, comprendre ses valeurs financières. Et je pense l'investissement, ça peut être fun. Moi, j'ai eu la chance. Mon père avait refait, en fait, avait ses parents quand ils sont décédés. Il a hérité de la maison de ses parents et il m'a dit vas-y, qu'est-ce qu'on en fait? Je lui dis bah viens, on fait des appartements. J'avais 11 ans et du coup j'étais sur un chantier avec lui. J'ai eu la chance de voir ça. Et en fait, si on veut que ces enfants soient libres dans leur vie, il faut que nous on soit libres. Donc tout le boulot que vous faites sur vous, de vous libérer de vos pressions financières, de vous libérer de vos angoisses, de tout le chemin que vous faites sur l'argent quand vous comprenez comment ça marche, etc. C'est ça qui va faire que vos enfants, vous allez les faire évoluer. Si vous ne travaillez pas là-dessus, comment vous voulez que vos enfants, en fait, en passant du temps avec vous, ils arrivent à faire ça pareil. Si aujourd'hui vous avez des habitudes alimentaires qui sont dégueulasses, c'est pas vos enfants, vous allez pas pouvoir dire à vos enfants, ouais, bah arrête de manger du sucré alors que vous empiffrez de sucré, quoi. Et c'est ça qui est dur, en fait. La réalité, moi, je le vois aujourd'hui quand je repense moi, je veux des enfants. Alors j'espère que je peux en faire, on verra. C'est assez compliqué en ce moment, mais je vois très bien que là, si j'en ai tout de suite, je vois tous les aspects négatifs que je vais leur passer, tu vois, tous les trucs que j'ai pas traités. Et c'est pas grave. Mais bon, c'est jamais parfait. Mais en tout cas, première étape, c'est vous. Et après, dans l'école, oui, je pense qu'il faut à fond faire moi, demain, en fait, il y a un truc que j'ai loupé quand j'étais adolescent, c'est en fait, mon père, il aurait dû me mettre beaucoup plus avec des adultes, business. En gros, je suis très vite tombé dans l'informatique, j'aimais ça. Il aurait dû me mettre avec des gens qui savaient faire de l'argent dans l'informatique. Et j'aurais eu ça très jeune, j'aurais pas fait d'études, je pense. Et je serais très vite allé faire du business et c'est tout. Parce que j'aurais connu mes premiers succès. En fait, on se raccroche sur des succès de diplôme quand on n'a pas de succès d'argent. Une fois qu'on a des succès d'argent, on a peut-être toujours ces enjeux de diplôme comme quoi on se sent pas bien de pas avoir fait des très bonnes études. Mais en vrai, ça passe. Ok, 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 je vois. Et Victor, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée en podcast, en rendez-vous? Parce que c'est vrai qu'on t'interroge souvent sur le mouvement Fire, sur ton patrimoine, sur combien tu gagnes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une question que tu aimerais qu'on te pose ou une actu bientôt en vue aussi? Alors, une actu bientôt en vue, je vais potentiellement reprendre une école qui fait entre 4 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est en redressement, en plan de sauvegarde pour être exact. Ça, c'est une actu. Je vais aussi partir sûrement en Russie. Ça, c'est une actu. Donc, je vais voir ce qui se passe là-bas. Autre chose,
Alors des questions qu'on me pose pas souvent, mmh, je pense que, non, globalement, on pose à peu près toutes les questions. Heu, je pense qu'avec le temps, on voit aussi les choses d'une façon différente. Donc, moi, il y a un truc que j'avais pas compris avant et que je vois de plus en plus, c'est, n'essayez pas de faire un truc parfait sur votre patrimoine et sur combien vous gagnez d'argent et cetera. Les choses vont évoluer dans le temps. Aujourd'hui, la première étape, c'est peut-être d'acheter 1, 2, 3, 10 apparts et avancer. Et une fois que vous serez dans cette étape-là, même si c'est pas parfait d'un point de vue, il y a plein de trucs, faut bien creuser les choses, bien bosser d'un point de vue fiscal et cetera, mais rien de ça parfait et plus vous allez avancer dans la vie, vous allez gagner 1 000 balles, 10 000 balles, 50 000, 100 000, plus vous allez avancer, plus finalement votre vision va changer sur l'argent, plus vous allez comprendre que l'argent c'est pas le truc, mais il faut en gagner pour, arriver à ça. Si vous en gagnez pas, vous allez pas comprendre. Enfin, sauf si vous arrivez à vous éveiller, comme, avec, pourquoi pas la religion ou autre, tu vois? Mais, plus vous allez avancer, plus tout va changer dans le temps. Et aussi un dernier truc, plus vous êtes jeune, plus profitez de votre énergie. On s'en rend pas compte, mais, moi je le vois bien aujourd'hui. OK, quand on a, 40 ans, on est toujours performant, tout ce qu'on veut et cetera. Mais, non, en fait, on est obligé de s'adapter et du coup, quand vous avez aujourd'hui 25 ans, si vous êtes en capacité 20 ans, si vous êtes en capacité de mettre toute votre énergie, de bien la mettre au bon endroit, vous pouvez faire des trucs extraordinaires et surtout votre cerveau est pas, cerveau est fini à 25 ans, votre cerveau est pas totalement, vous avez une aversion au risque qui est totalement différente. Donc allez-y, quoi. Tabassez les premières années, ça va vous faire gagner un temps de dingue et surtout vous avez à chaque période de sa vie, il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses qui sont performantes. Et autre chose, qu'on me demande pas, hem, ouais, faut commencer par un petit truc, mais assez vite, faut penser très gros. Donc, commençons par un petit truc, premier pas et après très vite, faut commencer à penser assez gros et de façon générale, il y a le niveau intermédiaire. Si demain vous avez une boîte qui marche bien, qui fait 600 000 € de chiffre d'affaires, pour 99 d'entre vous, vous allez être très bien. Donc c'est pas besoin non plus d'aller choper des trucs à 10 millions. OK, OK, OK. OK, bah, je retiens pour moi, pour plus tard. Ah bah, voilà, bah, avec plaisir, tu me diras comment ça évolue. Mmh. OK, OK, OK. En tout cas, merci beaucoup Victor, c'était super intéressant et vraiment je te remercie pour ton temps. J'espère aussi que ça t'a plu. Pour te retrouver, ben, sur, tes réseaux, hein, LinkedIn, Instagram, je suppose, je mettrai tout dans la barre et et puis, ben, je te dis à très, très bientôt en tout cas. Merci Léonore, merci. Merci pour le moment. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.